Bonjour, je vais donc vous parler un petit peu de la transplantation, juste pour savoir, est-ce que vous avez dans votre activité l'occasion de gérer ce type de patient ou pas du tout? Ou alors, n'hésitez pas à répondre, hein. Pour de vrai. Donc voilà. Donc, non, ok. Donc du coup, c'est juste pour savoir si j'insiste sur plein de choses ou pas. Euh, ah ouais, alors là, si ça marche pas. Ah là là. Bon, bah, je vais vous faire un cours comment là? Ah, mais bon, ça y est, j'ai trouvé. Un petit point d'histoire sur la transplantation cardiaque. Comme vous le savez probablement, la première transplantation a été faite en Afrique du Sud par le professeur Chris Barnard le 3 décembre 1967. Et donc, c'était la première mondiale. Et en fait, 3 jours après, donc, la première transplantation au niveau des États-Unis était quand même une transplantation cardiaque pédiatrique avec un nouveau-né de 18 mois. Donc, c'est quelque chose, en fait, dès le début, que ce soit adulte ou pédiatrique, ça a commencé en même temps. Donc, c'était quand même la petite note d'histoire. Et concernant donc l'Europe, donc en 68 en Afrique, quelques mois, donc 5 mois après, à la pitié avec le professeur Cabrol. Tout ça, c'est des pionniers. Ils ont persisté donc dans la pratique de cette transplantation, alors qu'à l'époque, en fait, on ne connaissait pas le système immunologique, le système HLA n'était pas encore découvert, et en fait, les patients mouraient très rapidement. Et il n'y a que quelques centres qui ont continué sur la voie de la transplantation. Et c'est qu'au niveau pendant les années 80 que ça s'est répandu, puisque la cyclosporine a été découverte à ce moment-là, et qu'en fait les patients survivaient. Et ça a fait la boulée et la poursuite dans ce programme de transplantation. Donc, petit clin d'œil au niveau donc, de la France pour la première transplantation pédiatrique en 87. Et en fait, actuellement, la transplantation cardiaque, c'est tronquer une maladie mortelle ou très invalidante vers une maladie qui est chronique. On ne guérit pas les patients. Donc, on passe d'une maladie mortelle à une où on aura une qualité de vie acceptable. En revanche, on a une pénurie de greffons, que ce soit donc en France au niveau international, qui font qu'en fonction en plus du gabarit, de l'âge, les périodes d'attente peuvent être très longues. Puis la nécessité d'avoir recours à des systèmes de assistance circulatoire ECMO quand l'enfant revient en décompensation cardiaque grave, ou donc des systèmes de longue durée type les Berliner. Donc, voilà. Donc là, c'était pour vous être arrangé pour le bateau aussi, hein. Ça pas que pour les rythmos. Ça, c'était pour vraiment illustrer cette pénurie de greffons au niveau donc, des années. En fait, donc, vous voyez que on a moins de patients en pédiatrie. Donc, la particularité donc, de la pédiatrie des cardiopathies congénitales, c'est qu'on va du nouveau-né à l'adolescence. Donc avec des gabarits de poids et de taille qui sont très variables, des pathologies qui sont très variables, donc des pathologies tout à fait simples comme les myomes dilatés jusqu'aux cardiopathies complexes, donc avec des patients qui ont des antécédents de chirurgie cardiaque avec des abords vasculaires qui vont être compliqués, et évidemment donc cette notion de poids-taille par rapport à l'enfant. En France, donc il n'y a que 6% des enfants de faire donc, des transplantations cardiaques pédiatriques. En revanche, c'est sûr que les tout petits sont faits dans ces centres, mais un adolescent peut être fait dans les autres centres. C'est pour ça que, en fait, quand on a une listine pédiatrique qui ont été vues, ce n'est pas qu'au centre pédiatrique. Donc là, c'était pour voir donc, ceux qui ont vraiment l'habilitation et l'autorisation des coûts de l'agence de médecine. Donc Nantes, Bordeaux, Lyon, Marseille, Paris avec Necker, l'HGP et Marie-Lalande. Sachant que en fait, l'HGP font plus les gush. Donc voilà, c'est vraiment le groupe-là. Donc Necker, par les pédiatriques, l'HGP, donc les adultes, et la langue, quel que soit l'âge. Donc, les critères d'inclusion sont des critères, on va dire, standards. En revanche, chez nous, donc, ça sera surtout si le patient fait des décompensations à répétition avec
un retentissement sur la courbe staturo-pondérale et la scolarité. C'est un critère qui est vraiment pris en compte en pédiatrie, pas forcément chez les adultes. Évidemment, si les support inotrope n'arrivent pas à sevrer ou sous assistance circulatoire, la question se posera. Les cardiopathies qui sont non réparables, et après, donc les arythmies malignes avec les orages rythmiques, les HTAP, donc sur des faillances cardiaques à condition qu'elles soient pas fixées et avec des critères qu'on verra, et voilà, les autres pathologies. Donc, en France, on a surtout donc, au niveau de la pédiatrie des cardiopathies dilatées. Après arrivent donc toutes les pathologies congénitales avec quand même une certaine proportion de patients qui ont des antécédents de chir thoracique antérieure. En troisième position, ça sera la cardiopathie hypertrophique et réfractive, et on commence à évidemment avoir des retransplantations. Donc là, j'ai passé rapidement en fait sur les différentes pathologies qui peuvent nous amener à la transplantation parce que c'est pas trop le sujet. Juste donc sur les cardiopathies dilatées, s'assurer que c'est une cause qui est que c'est pas une cause curable, qu'on puisse quand même pas transplanter à tort. Sinon, les indications, comme je vous ai dit, donc en pédiatrie, ça sera surtout le retentissement important sur le développement staturo-pondéral, la prise alimentaire et le retentissement sur la scolarité, la persistance d'épisodes d'insuffisance cardiaque nécessitant donc des hospitalisations et l'état congestif persistant, même à domicile. Pour les cardiopathies restrictives, c'est des maladies qui sont rares, qui sont peu accessibles aux traitements médicaux. En plus, les patients ont souvent tendance à s'adapter à leurs limitations et ne se sentent pas malades. Donc, c'est assez compliqué donc, déjà de pouvoir bien les évaluer. Donc, ce que nous, on va prendre en compte, c'est les risques d'HTAP sur les cafés et les risques thromboemboliques et de mort subite. Dès que, en fait, le but, c'est quand même de les inscrire avant d'avoir des conséquences métaboliques, donc des poussées d'insuffisance cardiaque droite avec de l'acide et des HTAP qui commencent à être trop hautes et fixées. Pour les cardiopathies hypertrophiques, donc là c'est pareil, hein, ça va être délicat, donc ça sera surtout les antécédents familiaux de mort subite et tout ce qui est trouble du rythme malgré un traitement médical optimal et la mise en place d'un DAI. Là, on va arriver aux cardiopathies congénitales qui peuvent justifier donc des transplantations. Donc, bon, là, je vous ai fait toute la liste des maladies, mais bon, c'est pas ce qui est important. Juste savoir que en France, par rapport donc, à l'INTHT, donc c'est le registre international. Oui. Comme je vous ai mis sur les toi, mec diapositives précédentes, c'est donc 25 à 30%, alors que dans le reste du monde et surtout donc, au niveau écoute, ça va. de l'Amérique du Nord, ça va être des indications qui seront plus importantes. Bah écoute, Olive, il a été cool, il a fait un scan qui montre quand même une nette amélioration des images du pouls de ma mère. Donc là, je suis en train de prendre un avis aussi un côté culturel avec je cherche vers une colo le plus rapidement possible pour donc, qu'après, l'envoyer en vasculaire pour lui stamper son bordel. Hein. Et en fait, l'amélioration, c'est sur quoi? Sur la pneumologie? Sur le parenchyme? des Ouais, tu sais, il avait une pneumopathie interstitielle, pour les proposer après aux autres organes. interne, C'est une politique qu'on n'a pas du tout elle était traitée, elle avait de la fièvre, elle allait mieux. Une portion importante de cardiopathie congénitale greffée aux États-Unis et pas du tout cas en France. Si vous avez des questions, vous n'hésitez vraiment pas à m'interrompre. Et bon, après, les variations en fonction de l'âge. Donc, les contre-indications, donc ça va être surtout les résistances vasculaires pulmonaires quand elles seront trop élevées et surtout quand elles sont fixées. Là, ça veut dire qu'on change d'indication. On n'est plus au niveau de la transplantation cœur seul, mais on passe donc à l'indication de cœur-poumon avec une prise en charge qui est un peu plus lourde, peu de greffons. Faut savoir juste, l'année dernière en France, même pas qu'en pédiatrie, on peut tout confondu, il n'y en a que 10 transplantations cœur-poumon. Donc ça reste très rare. Donc, attention aux les atteintes multiviscérales sévères, évidemment, parce que en ce cas-là, on partira sur un programme soit cœur-rein, cœur-foie, surtout chez nous, avec les frontons italiens, attention au foie. Les néoplasies évolutives, c'est quand même ça restera. L'évaluation psychiatrique chez les petits reste quand même difficile. Et surtout, ce qu'il va falloir voir, c'est le contexte familial et social de l'enfant. Ce ne sera pas forcément une contre-indication, c'est un point à optimiser
pour assurer après la bonne observance et la confiance de la famille au traitement. Donc, le bilan pré-greffe va être vraiment assez exhaustif. Donc, comme je vous ai dit, le but, c'est d'éliminer les contre-indications et de préparer donc la greffe et le suivi. Donc, évaluation des différents organes du bilan nutritionnel. Et ce que je vous ai mis donc en gras, évidemment, ça sera donc le groupe ABO, parce qu'en fait, les transplantations, on le verra, sont faites en compatible et pas en ABO incompatible. Le typage HLA pour donc la concordance tissulaire. Et comme donc dans le contexte de cardiopathie congénitale complexe, l'enfant a été opéré plusieurs fois avec de nombreuses sources d'immunisation liées à la transfusion, il est essentiel, la première chose à faire, c'est faire la recherche d'anticorps anti-HLA pour savoir donc, son niveau d'immunisation et si on pourra avoir accès à un greffon ou pas. Puisque donc au niveau nos immunologistes, en fait, avec le taux des anticorps HLA, peuvent nous donner des évaluations de ce qu'on appelle le TGI, donc le taux de greffons incompatibles par rapport à la population française. Et donc chez nos gueuches, plutôt on va dire chez nos adultes, on peut avoir des incompatibilités qui montent jusqu'à 98%. Donc c'est à prendre en compte. Bon, après, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais après, on va rentrer dans des programmes d'utilisation. C'est quand même un accès à la greffe qui reste compliqué. Donc ça sera la première chose à faire. Ensuite, le statut, donc les sérologies virales, pour pouvoir mettre à jour la vaccination. La vaccination sera à mettre à jour pour l'enfant, pour la fratrie et pour les parents. Donc ensuite, savoir, donc surtout donc, CMV et EBV, vous verrez donc tout à l'heure que c'est compliqué. Donc le BV pour les lymphomes, EBV induit, le CMV pour les réplications CMV qui ont tendance après à attaquer notre greffon et faire des coronaropathies du greffon. Tout ce qui est donc varicelle et rougeole, rubéole, parce que ce sont des vaccins vivants atténués. On ne pourra pas faire après la transplantation du carnet parce que le patient sera sous immunosuppresseur. On devra absolument les faire avant. Donc, après, donc, il y aura des explorations assez vastes en fonction des équipes. Donc, nous, à Bordeaux, on est très crâne, thorax, abdomen. Donc, à la recherche de foyers profonds ou néoplasiques, ce qui reste quand même plutôt rare dans notre population. D'autres centres, ça dépend des habitudes. La chose qui est essentielle, c'est donc la recherche des foyers infectieux avec une consultation donc stomato-dentaire ORL et donc une prise en charge psychologique. Et, docteur derrière. Comment on fait pour les mains levées? Comment on fait pour voir les... Ça doit être des questions, non? Bon, je vois pas. Non, désolé, je poserai les questions à la fin. Continue. Sur cette diapositive, en fait, que j'ai tirée du registre de l'Agence de la biomédecine, donc, pour vous montrer donc, les courbes de survie en fonction de l'âge. Et donc, vous voyez que la survie donc, des receveurs varie, et surtout donc, les 3 à 5 ans sont ceux qui vont mourir le plus rapidement, parce que c'est pas très positif. On aura plus de complications en post-op immédiat. Il y a plusieurs causes. Ce sont souvent donc des reprises chirurgicales, ce sont des tridux, avec donc des complications de l'AREA qui sont plus majeures, plus importantes. Pour les autres classes, ça va. En revanche, vous voyez qu'à long terme, les 11-17 ans ont une survie qui diminue, parce qu'on va dire que c'est la tranche d'âge la plus compliquée, avec la crise de l'adolescence, avec une rupture de la confiance au niveau du traitement et des risques de rejet qui sont accrus. Les tout petits, les moins de 2 ans, en fait, sont donc, ça sera plus délicat au niveau de l'intervention, mais c'est ceux qui poseront le moins de soucis, puisqu'en fait, très tôt, ils auront intégré leur traitement immunosuppresseur. Et il y a aussi une certaine immaturité du système immunologique qui fait qu'ils ont une très bonne survie. Sur cette diapositive, on voit qu'avec le temps, on s'améliore, tant mieux pour nous. Donc, ça reste vraiment un projet thérapeutique qui a du sens et avec des améliorations techniques et médicales au cours du temps. Donc,
Là, c'est la même chose en version donc, pourcentage, avec, donc, vous voyez, à un mois, un pourcentage de survie qui est quand même de 96%, qui n'est quand même pas négligeable, et à 5 ans de 87%. Il faut savoir donc, que la médiane de survie d'un greffon est de 12 à 15 ans. Au niveau international, là, je vous montrais que donc, les choses évoluent, et comme vous voyez, c'est surtout dans les années 90, c'était donc les cardiopathies congénitales qui prenaient une grande place dans les étiologies de transplantation cardiaque, comme je vous ai expliqué avec ce poids donc, des États-Unis sur la prise en charge. Et au fur et à mesure donc, du temps, ça a changé avec donc, une part moins importante. En revanche, comme il y a une pénurie de greffons, comme je vous l'ai dit, quand même, il y a une part non négligeable, donc 25% des enfants. Donc ça, c'est des chiffres internationaux qui sont donc transplantés alors qu'ils sont sous support mécanique. Donc 2,6 sous ECMO et 20% Berlinat. Et donc là, vous voyez aussi également donc, sur ces chiffres que donc, heureusement, donc, la majorité des patients sont transplantés sans support. En revanche, avec le temps, la balance entre ECMO et Berlinat a changé. Donc, dans les début 2000, on avait beaucoup de patients qui étaient sous ECMO, avec une tendance au Berlinat qui a pris de la place. La raison, elle est simple. Donc, un enfant sous ECMO, il doit être intubé et sédaté. Donc, on ne peut pas le réhabiliter avec toutes les complications de la ventilation et de l'allaitement au long cours. Alors que lorsqu'on va implanter donc, un Berlinat, que ce soit en mono ou en EVAD, en fait, cet enfant va pouvoir être réveillé, alimenté correctement, il va pouvoir être pris en charge par les kinés. Donc, il y a une certaine réhabilitation et une préparation à la transplantation. Donc, au mieux, il faut surtout donc, les mettre sous Berlinat, si on part donc, sur une assistance avec un patient qui n'est pas sevrable, et éviter les équipements. Je pense qu'on a dû déjà vous le dire. Donc là, c'est les mêmes chiffres internationaux donc, de survie en fonction de l'âge. Et l'évolution aussi. Donc là, donc, évidemment, cardiopathie congénitale versus cardiopathie dilatée, ben, effectivement, il y a une différence au niveau des premiers mois, toujours pour la même raison, patient multi-opéré, donc risque hémorragique accru, abord difficile, et même pour nous, donc pour les anesthésistes réanimateurs, les abords vasculaires qui sont un peu compliqués. Donc ça fait des patients donc, dans un petit des mois, surtout période post-opératoire immédiat, donc décède. Après, ça reste complètement parallèle par rapport à la survie des myocardopathies dilatées. Donc c'est vraiment les premiers semaines qui sont compliquées. Donc là, donc, toujours comparaison entre cardiopathie congénitale et cardiopathie dilatée. Et vous voyez que donc, la transplantation suit au début la même courbe que les cardiopathies congénitales, parce que en fait, c'est des reprises, c'est des réductions, donc c'est les mêmes problématiques. En revanche, si on retransplante, c'est qu'on a perdu le greffon avec des problèmes immunologiques et que le deuxième greffon aura donc une moins bonne survie puisque patient déjà immunisé, déjà transfusé, donc une réaction immunologique qui est plus importante avec des risques de rejet plus importants. Cette diapositive est intéressante et confirme ce que je vous ai dit, c'est que entre les patients non acceptés et sous Berlinat, finalement, on a la même survie en post-greffe. Voilà. Pour les raisons que je viens de vous évoquer. En revanche, un patient sous ECMO, la différence, elle est nette. Donc, au fur et à mesure des années, évidemment, on s'est amélioré. Et donc voilà, est-ce qu'il y a des questions à poser? J'avais vu une main, mais je ne sais pas voir s'il y a des questions derrière. Bon. Donc là, on va passer au management du receveur. Donc souvent, donc, nous aurons un traitement médical, on va dire, toléré maximal. Dès que donc faudra savoir donc gérer la isotrope, et nous on est très lévodépendants chez nous, avec donc des vasodilatateurs. Et puis donc en fonction pour l'état, ça peut être en état de choc, un petit peu quantité de donc des choses comme ça. Donc avoir donc sur le management du patient.
Ce qui est vraiment important, c'est l'optimisation nutritionnelle. Donc, que le patient soit à la maison ou en soins intensifs, il faut absolument donc s'assurer qu'il y a des apports caloriques suffisants. Déjà parce que donc il faut lutter contre la maladie et on sait que ça nous fait cacher ici. Et que quand nous on va le transplanter, avec donc l'intervention, le stress, la corticothérapie à forte dose, on va créer un catabolisme qui sera énorme, avec donc des risques donc si le patient déjà arrive dénutri, retard de l'exsudation, risque infectieux plus important et retard de cicatrisation. Donc voilà, ça reste donc le patient donc en attente doit être préparé, donc équilibré certes sur le traitement médical, hein, donc déjà c'est la base, donc optimisé sur le plan nutritionnel et ne pas hésiter donc à les envoyer régulièrement dans des centres. C'est un programme qu'on est en train aussi de développer ici de réadaptation pour les enfants. Ils doivent faire d'activités sportives, même s'ils sont donc adaptés à leur capacité, ou plus douces avec des kinés, mais donc l'utilisation du physique. Voilà. Il y a tout à fait en charge, donc psychiatrique ou psychologique du patient, si c'est un ado, et des parents également. Donc, l'évaluation préopératoire, hein, donc, très importante pour évaluer correctement l'état hémodynamique du patient. Son état de contractilité, qui va forcément un peu diminuer. Ses résistances vasculaires, donc pulmonaires et son index cardiaque. Donc, la place du cathé est importante. Vraiment, donc, dans l'évaluation du patient, ça reste vraiment quelque chose de majeur. Je le demande tout le temps. Donc, ceux qui me connaissent ici, je suis très exigeante en fait sur ça. Et puis aussi donc savoir vraiment donc s'il y a des chintes, on ait en tête le rapport QP sur QS afin de ne pas déstabiliser le patient quand on va le prendre en charge au bloc opératoire. Donc il va falloir aussi qu'on sache exactement le retentissement de la maladie sur l'organe. Et donc on sait bien que l'anatrémie, l'hyponatrémie est un élément qui est vraiment corrélé à l'importance donc de l'influence cardiaque. Ça fait quelque chose qui ne pas sous-estimer cette natrémie, au même titre que donc la fonction rénale avec l'urée et la créate, qui peuvent donc altérer sur le bas débit perfusion, et les conséquences donc hépatiques avec donc l'altération des droits. Donc vraiment faire attention surtout au foie. Donc, on n'a pas forcément des cytolyses, mais on aura un facteur 5 qui sera éliminé. Et ça, c'est vraiment un signe indirect d'un foie qui souffre de cette insuffisance cardiaque. Donc, en France, donc, depuis 2018, on a changé le système d'attribution de greffons. Donc, historiquement, c'était des tours de centre. On était appelé chaque centre avait son tour de passage. Et en 2018, donc, a été élaboré un score cardiaque d'attribution du greffon, où en fait, tous les patients en attente sur le territoire sont classés par ordre donc, de gravité, qui permet donc de proposer le greffon au patient le plus grave, qui aura le score le plus haut. Ce score donc, repose sur plusieurs donc, critères. Donc, le score ICAR. Donc, ensuite, par rapport à l'âge et à plein d'autres facteurs, donc, il y aura aussi des filtres qui seront mis en cause pour obtenir donc, le score final qui pourra donc, permettre donc, au patient d'avoir une attribution de greffon. Il faut savoir que ce score, surtout le score final, en fait, il change à chaque fois. Parce que comme il y a une histoire de poids, de groupe, de distance, quand on se met sur Cristal, en fait, c'est pas le score final qu'on a, mais un score composite qui est surtout basé donc sur l'ICAR. Donc l'ICAR est entre 0 et 40. Les facteurs qui sont pris en compte donc, sont le BNP ou le NT-proBNP. Surtout quoi, si le patient est sous Entresto, on pourra rentrer le NT-proBNP. Le débit de filtration glomérulaire et la bilirubine. On aura des points en plus au niveau de l'ICAR s'il est sous assistance. Comme ça permet donc de classer les patients. Tant que
à moins de 18 ans, il est prioritaire par rapport aux adultes. Et après, entre eux, il y a des priorisations. Donc, il y aura donc la standard de l'enfant pédiatrique qui a son indication de transplantation mais qui est à la maison et non décompensé. Donc, c'est la composante standard. Vous avez donc là le nombre de points entre 767 et 825. Et ensuite, on aura 2 niveaux de priorisation. Donc, la priorisation dont on fait par les médecins, c'est qu'on décide que les patients rentrent dans les critères. On va appeler l'agence de la biomédecine pour savoir donc, si leur expert valide la composante. Et donc, tout enfant qui est sous inotrope, en fait, on a le droit donc, de demander donc, cette composante experte. Elle n'est pas systématique. Donc, même si, en fait, dans l'actualisation au niveau de Cristal et de l'agence de la biomédecine, il y a la case à cocher, qu'on demande donc de remplir avec les doses d'inotropes. En fait, il faut appeler l'agence de la biomédecine et les experts pour pouvoir passer en composante experte 2. OK? Donc ça, c'est le premier niveau d'urgence. Et le deuxième niveau d'urgence, donc évidemment, hein, le patient sous inotrope qu'on n'arrive pas à sevrer, on demande la composante pour éviter soit l'ECMO ou le Bernard. Ensuite, si l'enfant se dégrade et qu'on est obligé de passer sur un support mécanique, donc là, on va demander la composante experte 1, qui donc va faire monter donc, le score du patient avec un maximum de 1151. Alors, historiquement, on avait une distinction entre assistance compliquée et assistance non compliquée. Et en fait, lors d'une réunion donc, avec les experts de l'agence de la biomédecine, on a dit qu'on ne voulait pas attendre une complication sous assistance, parce que souvent, en fait, après, ça devient des AVC et que l'enfant il sort de liste et est plus greffable. Donc, il n'y a plus cette distinction. Donc, il est sous assistance, que ce soit ECMO ou Bernard, il y a un risque de complications majeures. Il faut le greffer le plus rapidement possible. Bon, là, c'était les filtres. Donc, concernant la sélection du donneur, il va falloir qu'on fasse, donc, il y a des critères de compatibilité de poids, de taille, en fonction en fait, de la pathologie. Donc, c'est sûr qu'on peut prendre un petit cœur, on peut jusqu'à 80% par rapport au poids et aller jusqu'à 200%. On a eu une réunion la dernière fois avec Lyon. Eux, ils montent jusqu'à 300%. Bon, après, voilà, tout dépend si on a une cardiopathie dilatée, bien dilatée, c'est sûr qu'on aura de la place. Mais si c'est une cardiopathie restrictive, on aura moins de place. Donc, ça, c'est vraiment donc, à prendre en compte. L'âge des patients, donc, alors c'est sûr qu'un 2 ans, on ne va pas lui proposer un homme de 50 ans, hein, ça ne rentrera pas. Ça sera surtout pour nos ados, pour des gabarits d'adultes. On essaie de la prendre au-dessus de 50. Faire attention donc au moment où on propose le greffon, le taux de troponine. Est-ce que ce greffon a déjà souffert avant le prélèvement? Puisqu'ensuite il y aura donc toute la partie donc d'ischémie qui va forcément donc mettre en souffrance le myocarde. Donc il faut qu'avant il y ait eu moins de souffrance possible, moins de moi il y a marqué faible dose inotrope. Moi tout greffon, on va dire tout cœur proposé qui est encore dans chez le donneur avec des inotropes, je ne pense pas que ça soit une bonne idée de le prendre. Et donc, et puis après, il y a la distance qui va faire que la durée d'ischémie va être plus ou moins longue. Donc, inférieure à 4 heures, on pourra être entendu. Au-delà, la question de sortie du bloc sous assistance se posera. Donc, le prélèvement cardiaque. Oui. Qui c'est qui valide prendre la ou pas? Alors, lorsque l'agent de la biomédecine propose. Sachant que ça peut changer en cours des centres. Hein. Donc, je vais prendre notre exemple à nous, hein, parce que c'est le seul que je connaisse. Donc, nous, c'est les cardiologues donc, qui reçoivent l'appel, les cardiologues transplanteurs. On reçoit l'appel, on va voir le dossier, on fait déjà, on va dire, un pré-screening. Quand on se dit que peut-être que ça peut valoir le coup, on va appeler donc en pédiatrie, donc j'appelle le chirurgien et l'anesthésiste. Et on décide à 3
de si on prend le greffon ou pas. Voilà. Donc, c'est multidisciplinaire, c'est pas une personne toute seule qui choisit le greffon. Donc, alors, c'est vrai que en pédiatrie, on a tendance beaucoup à appeler, alors pour le cas de cardiopathie congénitale, parce que l'anesthésiste est souvent dans la boucle, surtout si l'enfant est intubé, ventilé sous assistance pour savoir donc, son état. Côté adulte, les cardiopathies acquises, ce sera plus le chirurgien et le cardiologue transplanteur qui vont choisir le greffon. Voilà. C'est comment chez vous? C'est essentiellement le chirurgien qui reçoit l'appel et qui décide. J'ai une question à propos de la ventilation mécanique dans les scores. Ce n'est pas du tout pris en compte. Non. Donc, c'est renseigné, mais la ventilation mécanique n'est pas prise en compte. Ce qui est pris en compte, c'est le BNP ou le NT pour BNP, ce qu'on rentre pour le score, la créate et la bilirubine. Voilà. Et si donc il est sous assistance ou pas. Les seuls critères qui sont pris en compte. Sachant que le souci quand même, pour tout ce qui est cardiopathie congénitale, c'est que ce score n'est pas adapté aux cardiopathies congénitales. Donc, un fronton défaillant ou un sénigne avec son VT sous-systémique, il ne crache pas de BNP. Et là, donc, voilà, il faut appeler l'agence, les négocier, et pour essayer en fait d'éviter de transplanter alors qu'il sera au bout du rouleau. Ce score est vraiment fait. Son gros défaut, c'est qu'il est fait pour les cardiopathies acquises. Il n'est pas fait pour les cardiopathies congénitales. Tant qu'on a moins de 18 ans, on n'a pas trop de soucis pour. Ça sera surtout le temps, ça sera surtout sur le gabarit et la disponibilité du greffon, puisque les moins de 18 ans sont prioritaires. En revanche, passer 18 ans, et à peu près les 18 ans, il passe côté adulte, tout ce qui est cardiopathie congénitale adulte, et là, on a des durées d'attente qui sont juste monstrueuses, parce que le BNP ou l'ANT pour le BNP sont bas chez nous. Donc, c'est vraiment le gros souci de ce score. Mais bon, je suis obligée de vous en parler, parce qu'on travaille avec. Donc, oui. Parlez pas d'une autre sur les donneurs. C'est vrai que souvent, les PMO, ils sont un peu vasoplégiques, ils ont un peu de noradresse. Ça, c'est pas. La noradresse, c'est un vasopresseur, c'est pas la nénophore. J'avais eu le cas d'un patient on avait fait le PMO chez nous et un patient de norad, ça avait dérangé les prélevreurs. Donc, après, tout dépendra de la dose de noradresse. Parce que, en fait, une personne est passée en mort encéphalique, on est un peu en retard sur le remplissage et que donc on peut. Mais si les doses sont trop élevées, effectivement, c'est un gamma kilominute, c'est juste pas possible en fait. C'est que ça va, c'est qu'il y a un problème. Mais les petites doses, j'ai rarement vu un patient, donc un donneur proposé sans noradresse. Voilà. D'autres questions? Il y a des centres qui utilisent peut-être un peu plus l'adré que d'autres et si c'est vasopressif, ça peut être un peu compliqué aussi. Alors oui, là je pense que c'est pas. On ne peut pas proposer un patient au don d'organes et au don de cœur sous adré. Donc, si on a besoin de vasopresseurs, on prend des vasopresseurs. On ne prend pas des on prend pas d'adré. D'accord. Voilà. Mais alors, moi, c'est une évaluation d'un greffon sous adré, j'en veux pas en fait. Donc, je suis un peu peut-être intégriste. Ouais, mais c'est un. Je pense que j'appelle même pas mon chirurgien. J'appelle personne si on me propose un greffon sous adré. Donc, bon, après, si c'est du 0,1 gamma, ouais, je sais même pas. Je sais pas. En fait, ça nous est jamais arrivé pour le moment. Vous avez eu des propositions de greffons sous adré? Non, je pense pas. Je n'ai pas Non, je n'ai pas ça en tête, mais en fait, quand on fait la réanimation tout venant, on sait très bien qu'on peut avoir des patients qui ont de l'adrénaline et qui ont un adrénaline. C'est pas antinomique. Bon, voilà. Justement, on a fait un prélèvement cardiaque d'un patient qui avait eu un arrêt cardiaque auparavant, effectivement, mais il a eu une personne qui avait un arrêt cardiaque récupéré, puis au-delà de. Il avait un recul de 6. Effectivement, je pense qu'il n'y a plus d'arrêt.
s'il avait un neurologue. Des fois, Après, tout dépendra de la cause. Bon, les arrêts les arrêts, tout dépend de si c'est anoxique ou neurovasculaire. Si c'est de cause indéterminée, c'est déjà un peu plus compliqué. Et plus on a de recul avec un greffon qui est bon, donc 15 jours, on est assez détendu. Si c'est à 24 heures de l'arrêt, ça nous est arrivé, hein. On peut prendre, tout dépend de la cause. Ils n'avaient pas d'adrénaline. Peut-être avec un espèce de petit Akutsubo en voie de récupération, donc ça aussi on le fait, mais l'adrénaline, voilà, c'est pas une contre-indication. Je dis attention. Donc c'est un cœur qui est évalué sous isotrope. Tout dépend de la souffrance qu'il a eue au moment du passage en mort encéphalique, qu'on va mettre dans une boîte, parce que les machines de perfusion pour le cœur, tout le monde n'en a pas. Nous, on n'en a pas, par exemple. Et puis, il y aura cette ischémie reperfusion qui va vraiment mettre en souffrance ce greffon. Voilà. Et l'adrénaline, c'est quand même, donc on va quand même un peu vider nos stocks d'ATP quand même, hein. Donc c'est pas la bonne. Voilà. Pour le prélèvement, donc là c'est le côté un peu plus chirurgical. Surtout pour les cardiopathies congénitales complexes, il faut que ça soit quelqu'un d'expérimenté. D'accord? Il faut que le chirurgien connaisse le dossier du receveur pour savoir ce qu'il doit prendre. En fonction donc, de la cardiopathie du receveur. Si on doit prendre donc de l'artère pulmonaire, l'agence de la biomédecine soit au courant, puisqu'on ne pourra pas avoir de prélèvement pulmonaire en même temps. Si c'est un fond-temps qu'on doit réparer avec un large bout donc, de veine cave inférieure, ça peut être compliqué s'il y a un prélèvement hépatique en même temps. Donc tout ça, faut savoir. Donc au niveau anesthésie, pour l'induction, évidemment, c'est pas du programmé, donc le patient n'est pas considéré à jeun, et quand bien même, on a les 6 heures, en fait, avec l'insuffisance cardiaque et la gastroparésie, jamais à jeun. On ne sait pas comment ça se passe dans leur petit bidon, donc ça va être une induction plutôt rapide, avec des risques d'inhalation. Si en fait il est un peu lactique ou il ventile mal puisque les poumons un peu chargés, c'est des risques vraiment d'instabilité et qui peuvent aboutir donc, à un arrêt sur table au moment de l'induction. Donc le monitorage va être très large avec un ECG 5 branches, évidemment donc une pression artérielle sanglante, une voie centrale donc avec SVO2 pour pouvoir cette voie centrale aura comme objectif donc la perfusion des neurones sur le soin et surtout le traitement immunosuppresseur puisque l'induction va immunosuppressive et va commencer tout de suite après l'induction anesthésique. Et puis après donc tout ce qui est standard, la SPO2, la température, la sonde vésicale, ETO nécessaire. Sinon ça sera un écho épicardique et tout ce qui est BICENIRS. Ça c'est, je viens d'en parler, hein, de gérer l'équilibre hémodynamique du patient. Donc attention à l'hypoxémie, à l'hypercapnie qui vont augmenter les résistances vasculaires et stabiliser notre patient avec un risque d'arrêt. Donc induction avec une NF de Selic. Attention aux effets inotropes négatifs donc, de nos anesthésions. Donc nous, on n'utilise absolument pas de propofol en pédiatrie. Alors l'idéal, ce serait l'étomidate. On sait tous que l'étomidate ne dorme pas. Bon, forte dose. Donc nous, on aime bien faire de l'hypnorel. Voilà. Ça va être une anesthésie à l'hypnorel. Et puis aussi un peu s'embêter donc sur nos abords veineux et artériels s'ils sont réduits. Le NO est toujours en salle. Dès que l'enfant rentre, le NO est disponible. Donc un petit rappel de physiopathologie sur le cœur donc transplanté qui est dénervé. Donc tout ça pour vous dire que absence donc, de régulation du système autonome, donc pas la peine donc d'utiliser de l'atropine ou des anticholinergiques qui n'auront pas l'effet. D'accord.
Et alors ça, j'insiste aussi sur les cardiologues avec les épreuves d'effort. Quand je demande des épreuves d'effort, des échos de stress à la dobutamine chez un greffé, il est énervé. Donc l'atropine ne marche pas. On met des bêta-bloquants. Et attention aux bêta-bloquants sur un cœur, sur un greffon. Donc le Brevibloc a un effet assez fort. Donc on titre et on y va mollo. J'ai déjà eu des pauses comme ça en poste de stress. Donc avec une fréquence donc, de repos qui est plus rapide. Donc c'est un cœur altéré par l'orage catécholinergique. Lors du passage en mort encéphalique, on va avoir cette tempête de catécholamine. Donc ça va entraîner, comme je vous ai dit, au niveau du greffon, l'augmentation de la consommation en oxygène par le pic d'adrénaline, avec des risques ischémiques pour le greffon. Tout ce qui est hypovolémie par non-compensation diabète insipide peut mettre en souffrance le greffon. Et lors du prélèvement multi-organes, avec les risques de saignement. Le troisième point où ce greffon peut souffrir, c'est si le chirurgien fait une mauvaise protection au moment du prélèvement, avec du coup après l'ischémie et des risques de défaillance biventriculaire lorsqu'on remettra le greffon en charge. Donc, comme je vous ai dit, dans le monitorage, le TO est important. Ça va nous permettre de s'assurer de la qualité du débulage au niveau des cavités cardiaques, voir comment va s'adapter le ventricule droit aux nouvelles conditions de charge et vérifier aussi un peu les sutures. Donc, une fois que le greffon a été mis en charge, il va falloir qu'on sèvre la sepsie. Et ce sevrage sera dépendant de la on a besoin de TO. Et cette qualité de greffon dépend, pour le greffon, comme je vous ai dit, il y a quand même les trois phases. Donc, avant le prélèvement, avec le passage en mort encéphalique, ça peut la mettre en souffrance. Pendant le prélèvement, si on n'a pas bien compensé les volumes, s'il a trop saigné, et puis après la protection. Donc la conservation, c'est trois clés pour la qualité du greffon. Lors du sévrage, on aura un monitorage qui sera assez étendu. Donc en ce moment, on n'a plus trop de KTAP, mais on aime bien le KTAP, SVO2, la POG, on surveillera les lactates et la troponine. Donc nous, on fait une troponine de déclampage, 20 minutes après le déclampage, juste pour avoir le témoin en fait de la conservation et de la qualité du greffon. Si on a une troponine, on se dit, ce greffon, il a peut-être un peu souffert, ça va falloir faire chauffer l'ECMO pour la sortie du bloc opératoire. Avec le TO, on va diminuer le débit au niveau de la CFC progressivement, voir comment les cavités réagissent, savoir si on a une défaillance qui est mono ou biventriculaire. Si c'est le cas, si on commence un peu à baisser les volumes et qu'on voit que le greffon souffre un peu, on commencera, bien sûr, la première chose à faire, c'est de mettre des inotropes. Alors nous, on est beaucoup, c'est peut-être la diapositive d'après. Je ne l'ai pas mise. Elle est là. On est beaucoup chorotropes, oui. Alors, 20 minutes, le temps que ça circule. C'est tout bête. Et en fait, alors le seuil, ça dépendra un peu de la masse cardiaque. Donc, c'est un peu. On a 20 000 de troponine. Alors, nous, en ultrasensible, on est préoccupé. Tout dépendra après des seuils changent entre les labos, donc c'est pour ça que je vous ai pas mis de seuil. Donc de toute manière, on fera les cinétiques pour voir comment ça se passe. D'accord? Au niveau au chirurgien, oui. Quand le greffon arrive, il est reperfusé. On refait une cardioplégie. Ça dépendra de l'âge, de l'équipe du chirurgien. Donc, mais il y a une non-perfusion.
Donc, chez les tout petits, ça sera plutôt... alors, ça sera pas forcément du sang chaud, donc ça sera plutôt tempéré, puisqu'il ne faut pas oublier que si tu chaudes, c'est-à-dire que tu auras sorti ton greffon, qu'on n'est pas tout à fait encore prêt, et que donc ça s'appelle l'ischémie chaude. Donc, la reperfusion, il ne faut pas qu'elle soit trop élevée non plus, parce que sinon, ça va mettre ton greffon en souffrance. Donc, les reperfusions qu'on fait en chirurgie chez les tout petits régulières, ça ne sera pas le même raisonnement sur un greffon cardiaque. D'accord? Et juste avant le déclenchage? Ah non. Non, non. C'est juste au moment où il arrive en salle. Parce qu'après, c'est relativement rapide. Donc, on va baisser donc, progressivement le débit de la CEC. On essaye de ne pas fouetter d'emblée avec des doses fortes au niveau des sinotropes. Nous, on est plutôt porotrope pour le côté vasodilatateur et pour aider le VD. Là, on mettra donc, on pourra mettre un peu d'adrénaline et surtout dans nos habitudes, nous, on met beaucoup de lévothyroxine. Quand le patient donc, arrive au bloc qu'il a induit, on commence la perfusion de lévothyroxine. Donc, on dit oui. Continuer pour alors, vous parlez du alors lui, alors tout dépendra si le patient vient de chez lui, il n'en aura pas forcément eu. Donc, donc il aura, pour la greffe, il aura sa seringue électrique de lévocimendant sur 24 heures, hein, son bolus, comme tout le monde fait, à 0,2 km. Voilà. Après, il y a des patients donc, qui sont instables, qui ont besoin de cure régulière. Donc, je ne sais pas si vous le faites, nous, on le fait souvent pour essayer d'éviter la mise en place en fait, d'une ECMO ou d'un Berminat. On a pour certains patients l'habitude de faire des cures répétées de lévocimendant tous les 15 jours ou plus, et ça sera en fait monitoré par la réascension du BNP. Et on verra, donc ça sera un suivi, et en fait il y a des patients où on voit que ça peut tenir 3 mois, pas 3 mois, 3 semaines, 1 mois sans problème, et d'autres où finalement ça recommence, le BNP monte, et en fait les cures vont se rapprocher, et là quand les cures se rapprochent, c'est-à-dire qu'il va falloir changer de stratégie. Donc au moment du sevrage, on la baisse sur donc, du débit de la CEC, on va donc bien observer donc, nos ventricules. Si on voit que ça commence à gonfler, on aura tendance à mettre en fait une canule OD et une canule OG pour pouvoir après donc, faire un sevrage au niveau droit ou gauche, ou éventuellement sortir après l'enfance de l'assistance, soit mono droite ou mono gauche, ou une ventriculaire avec une canulation OD out. Donc voilà. Donc là, j'ai passé aux complications post-opératoires. Donc là, je vais tester donc, sur les choses qu'on peut voir rapidement. Ça, c'est le premier bloc. Et puis, tout ce qui est rejet, infection et la coronarologie du greffon, on va dire que c'est plus culture générale. Donc, la typhon, donc ça, c'est les chiffres internationaux sur les différentes qualifications dans le temps. Concernant donc, la défaillance du greffon, la première cause à laquelle on doit penser, c'est en fait un défaut de remplissage, puisqu'on a des conditions des troubles de la confiance qui font que les besoins de remplissage sont plus importants. Ensuite, on peut avoir donc, un défaut de protection du myocarde. Donc, là, ça nécessitera plus donc, tout ce qui est catécholamine ou assistance. Et on peut avoir une défaillance monoventriculaire droite, soit parce qu'il y a des bulles qui sont passées. Donc là, on va pouvoir augmenter nos pressions de perfusion pour essayer de purger les coronaires et attendre que ça passe et on prend le temps avec la CEC. Ou autre cas qui peut être un peu plus compliqué, c'est qu'on a notre receveur qui a une HTAP et que ce VD donc, qui venait en fait d'un autre enfant qui lui était en bonne santé avec des pressions veineuses, des pressions vasculaires pulmonaires normales. Donc ce greffon, vous n'avez pas l'habitude de pousser contre des résistances élevées.
on prend l'ischémie reperfusion, il a un peu souffert, et là, on le remet à chaud. Il a à peine le temps de se remettre de ses émotions, qui doivent des émotions qui sont élevées. Donc, ça peut donc pas très bien se passer, d'où le NO en systématique, évaluation, et si ça ne va vraiment pas, malgré NO, lévocimondant, ça sera une assistance. Donc, les troubles du rythme sont courants. Donc, la simple fibrillation ventriculaire, ça fera des chocs électriques internes puisque le thorax sera ouvert. Et ce qu'on a quand même plus, c'est plutôt la bradycardie jonctionnelle qui peut être prise en charge donc, de deux manières. Soit la manière, on va dire, la plus connue, la plus standard, qui est donc de mettre de l'isoprénaline, sauf que c'est un inotrope. Avec donc cette augmentation de la consommation d'oxygène. Donc nous, c'est pas ce qu'on fait en première intention, puisqu'on a un cœur qui a déjà souffert de son ischémie reperfusion, qui a besoin donc on ne vide pas de ses stocks en ATP, mais plutôt qu'il en reproduise. Donc nous, on n'aura pas comme première intention le geste de mettre de l'isuprène. On fera plutôt donc un entraînement donc auriculo-ventriculaire pour pouvoir donc optimiser le remplissage du ventricule par la contraction auriculaire. Donc, on aura également des complications hémorragiques, surtout si c'est un patient qui a un rédux ou un prédux. Ça, donc, avec les problèmes d'hémostase. Nos patients insuffisants cardiaques, coagulation. On peut en plus avoir une altération de la fonction hépatique qui est donc majeure. Donc, tout ça, on sait le gérer. On utilisera donc le produit sanguin la bile et les antiphénolytiques. Je veux juste mettre l'accent sur le plasma. Il est essentiel quand vous demandez du plasma préconjugué pour les patients de demander à l'ESS du plasma hépatite E négatif pour éviter les infections. L'autre souci qu'on peut donc rencontrer, c'est le rejet. C'est de moins en moins courant, puisqu'on commence notre induction immunosuppressive donc dès que l'enfant est endormi, mais ça reste quand même un risque qui est là, avec 14% de rejets qui sont avec instabilité hémodynamique en post-opératoire et 9,2% de décès, donc c'est quand même pas anodin. Donc, raison pour laquelle donc, on a besoin d'immunosuppresseurs. Donc, faut savoir qu'au niveau international, tout le monde ne fait pas d'induction immunosuppressive. Voilà. Nous, on le fait en systématique, quel que soit donc, le statut de l'enfant. Soit on va utiliser donc, du sérum anti-lymphocytaire de la part de la thymoglobuline. Surtout donc, si l'enfant a des anticorps anti-HLA et que le greffon qu'on a choisi a l'antigène HLA. Ou sinon, on peut prendre des anticorps monoclonaux des récepteurs de l'interleukine 2, le Simulect, qui sera un peu moins fort, puisque le sérum anti-lymphocytaire, pour être simple, il va zigouiller les lymphocytes T. Le Simulect, il va juste empêcher qu'il poursuive son activation. Donc, ils sont encore là. Donc, c'est moins fort. En revanche, on l'utilisera chez un patient qui a été hospitalisé. Voilà. Tous nos patients sous ECMO ou sous Bernard, on part du principe qu'ils sont un peu infectés, donc ce sera du Simulect. Et après, le patient de Réa qui a été exposé à des risques infectieux. Donc, une fois qu'on a fait l'induction, qui sera donc associée à une corticothérapie à forte dose, il va falloir l'entretenir. Et pour ça, donc, on se repose sur une trithérapie, donc les anticalcinurines, cyclosporine ou tacrolimus, sachant qu'en pédiatrie, on utilise essentiellement du tacrolimus, les corticoïdes et les antimétaboliques, donc soit mycophénolate ou limurène. Si on a dû choisir un greffon avec donc ce qu'on appelle des DSA, donc avec des anticorps anti-HLA qui sont compatibles, on peut être amené en post-opératoire immédiat à faire donc, des échanges plasmatiques associés donc, à des cures de rituximab pour éviter donc, le rejet humoral. Donc, les rejets, ça arrive rarement avant le 10e jour. Pour moi, un greffé qui fait le moindre truc bizarre,
est un rejet jusqu'à preuve du contraire, puisqu'on a toute une batterie de signes qui ne sont pas, voilà, pas spécifiques. Donc, une augmentation du BNP, une augmentation de la troponine alors qu'on était en phase de croissance, apparition donc de troubles du rythme type ACFA ou BAV. Il va falloir donc aller chercher le revenu, soit par l'échographie ou si les centres comme nous, les biopsies en dehors, même chez les tout petits, c'est moi qui l'ai fait avec Zach. Ça ne pose pas de problème, mais ça ne sera pas protocolaire, comme ça peut être pour l'adulte, ça sera aussi d'appel. On a quelques-unes de protocolaires avant la sortie du retour à domicile, à 6 mois et à 1 an. Et puis après, c'est tous les ans. Vous avez des questions ou pas? C'est bon? Donc, les risques infectieux, donc que ça soit nosocomiales ou opportunistes sont importantes, avec un risque de mortalité qui n'est pas négligeable, d'où notre stratégie anti-infectieuse assez drastique. Donc, le patient sera mis en isolement. On fera attention, donc une surveillance régulière donc, de tous les voies d'abord. Une surveillance systématique des PCR virales. Donc, je vous rappelle que chez un greffé, en post-greffe immédiat, faire la sérologie ne sert à rien. Donc, on va traquer, on fera des prélèvements des cultures hebdomadaires et on aura donc une prévention anti-infectieuse systématique. C'est une antibioprophylaxie péropératoire prolongée, parce que ce n'est pas limité qu'à l'intervention. Donc, soit des céphalosporines de deuxième génération, ou de la vancomycine ou de l'adapto, soyons clairs, en fonction du patient. Si c'est compliqué, donc on demandera avis à nos collègues infectiologues. Le statut CMV doit être obligatoirement connu avant même qu'on endorme le patient. Savoir si lui, il est CMV+, ou pas, et si le receveur est CMV+, ou pas, parce qu'on aura une stratégie préventive différente. Si le donneur est CMV+, et que le receveur est CMV neg, c'est sûr et certain qu'il va faire sa maladie à CMV. Voilà, on a zigouillé tout le système immunitaire, on lui met du CMV, il va faire une maladie à CMV. C'est pas très compliqué. Donc, du coup, dès le bloc opératoire, on va commencer le simévant à dose curative. En revanche, si le receveur est CMV+, et que le donneur est CMV+, on fera aussi une stratégie par ces simévants, mais qui sera plus courte parce qu'on pourra passer par un relais féroce par ovalcite dès que possible. Voilà. En revanche, si c'est neg-neg, que le donneur soit négatif et le receveur est négatif, bah, là, on va pas l'embêter en fait, avec des anti-CMV et on verra, on se concentrera sur plutôt les risques de récidive ou de réactivation de l'herpès. Et ça sera plutôt un traitement anti-herpès. Donc, prévention systématique. Alors, la pneumocystose, quand il sera à l'hôpital, c'est pas trop de problème, mais c'est surtout de la toxoplasmose. Donc, je vous rappelle que la toxoplasmose, autre que la terre, le chat, c'est transmis par la viande. Je te pose une question tout à l'heure? Vas-y, finis, je la poserai après, c'est sur le point. J'arrive pas à voir. Sur le CMD. Sur le CMD donc, pardon, excusez-moi. Le docteur est rien. Oui, donc la toxoplasmose. Donc, vous vous rappelez que ça se transmet aussi par la viande pas cuite. D'accord? Qui dit viande, dit muscle. On est d'accord, jusque-là, tout le monde me suit? Et le cœur, c'est quoi? C'est un muscle. Donc, on peut contaminer nos patients avec la toxoplasmose, le nerf et toxoplus. D'accord? Donc, prévention Bactrim systématique pendant 6 mois minimum. Les protocoles changent par rapport au centre. Ce qui est important, c'est que si on veut arrêter donc, la prévention d'une maladie opportuniste par toxoplasmose, il faut qu'on ait un compte lymphocytaire suffisant. Et comme pour le VIH, il faut que ça soit supérieur à 400. Voilà. Voilà. Mais bon, mais de toute manière, il faut le protéger parce que sinon, il sera infecté. Ensuite, il y aura une prévention, une décontamination digestive par de la fongisone pendant 3 mois. Et puis, donc, comme on les surveille régulièrement, on fait attention aux infections fongiques, puisque là, vous voyez que c'est
ça peut être mortel, surtout une infection aspergillère chez nos patients. Donc l'insuffisance rénale, on le sait, c'est un patient qui était en balémie hypoperfusion rénale, plus on lui met des anticalcinurines qui ont donc pour effet d'augmenter la vasoconstriction artérielle pré-rénale, ce qui donc va majorer donc l'altération de la fonction rénale. On va mettre en plus par-dessus des aminosides, de la vancomycine et tout, donc on fait tout pour altérer ce rein, donc il faut qu'on soit prudent et ne pas hésiter, donc si besoin, à avoir recours à la libération extra-rénale. Après, il y a d'autres astuces également si on préserve les reins. Donc, effectivement, on va faire attention à tout ce qui est néphrotoxique. Mais si on peut retarder ou diminuer l'introduction des calcinurines et augmenter la durée de la cure par thymoglobuline si on veut préserver, si on est très inquiet pour le rein. La nutrition, je vous en ai parlé. Important, renutrir, puisque catabolisme important, pour éviter une ventilation prolongée, un retard de cicatrisation et des infections. Les troubles neurologiques, on en a eu. Il faut faire attention, ça peut être courant, surtout les crises convulsives post-op. Donc, la première chose qu'il faut éliminer, c'est le PRES syndrome. Ça veut dire que le patient est ventilé, il faut le pousser à l'IRM. Et pour être sûr qu'on ne soit pas face à cette complication, puisque si on a un PRES syndrome à la cyclosporine, ça le contre-indique à vie à avoir de la cyclosporine. Notre dernière patiente, elle a convulsé, elle a perte de l'acuité visuelle et avec l'HTA qui va avec. Donc une fois qu'on a switché, tout est revenu, mais ça fait peur. C'est quoi un pré-syndrome? Un pré-syndrome, donc c'est une leucoencéphalite cérébrale liée aux anticalcinurines. Oui. Donc voilà. Sinon, les crises convulsives le plus couramment, et heureusement pour nous, c'est pas le PRES, c'est l'hypomagnésémie. Après, on va avoir toutes les complications de la des atteintes vasculaires et tout. Donc voilà. Juste savoir qu'avec la corticothérapie à forte dose, on les transforme en petits monstres agressifs. Donc, ne pas hésiter à prévenir les parents, à les rassurer et avoir recours à la psychologue et puis mettre des anxiolytiques plus. La coronaropathie du greffon, je pense que j'arrive bientôt à la fin. C'est une maladie proliférative au niveau des coronaires, d'accord? C'est pas de l'athérosclérose, c'est un processus qui est vraiment différent. C'est une forme de rejet chronique. C'est favorisé par des infections à CMV, c'est pour ça qu'on les tracte et que pendant toute la durée de vie du greffé cardiaque, on cherche le CMV, parce qu'une fois que la coronaropathie du greffon a commencé, on ne sait pas la guérir. Ça progresse avec les taux de mortalité que je vous ai mis là. Donc, survie du greffon à 2 ans, 60%, et à 5 ans, moins de 50%. Donc, c'est une maladie qui peut démonter. Le BV, je vous en ai parlé dans le bilan pré-greffe pour les tumeurs malignes, les lymphomes à EBV, et notre en pédiatrie, ça a été c'est pas comme maladie, je me souviens plus, je crois que c'était un sénigne. C'est un sénigne, ouais. C'est un sénigne. Donc la greffe s'est super bien passée, et en fait post-greffe avec tout le monde tout le temps mal au ventre, on l'a examiné partout, donc on l'a confié à nos collègues sur des champions Explo, et en fait avec des biopsies, en fait elle avait un lymphome qui s'est déclaré à 3 mois post-greffe. Elle était EBV neg, on a mis un greffon EBV+, mais pas trop de choix, hein. C'était comme ça, et en fait elle a développé son lymphome. Donc voilà, pour vous dire qu'actuellement il y a 150, même 160 maintenant, enfants suivis en France par les différents centres, et que ces enfants vont grandir. Ont besoin d'être anesthésiés, pas forcément que pour la transplantation. Donc là, je vous ai mis quelques petits messages à retenir si jamais vous allez en croiser, c'est sûr. Donc, on n'interrompt jamais le traitement immunosuppresseur. Attention à ceux qui ont été exposés, puisque en fonction des équipes, il y a des corticothérapies au long cours et d'autres qui ont été sevrées. Donc, pensez à l'insuffisance surrénalienne. Les antibiotiques, selon la chirurgie, seront pratiquement les mêmes. Il faut juste se mettre en tête qu'il faut les considérer comme des valvulaires. Donc, soins dentaires, antibiotiques, coloscopie sous-âgée, antibiotiques.
D'accord? Et puis donc en induction, attention à la vasoplégie. C'est un cœur qui est dénervé, l'atropine ne fonctionne pas, on se rappelle de ça. Et puis donc on essaye d'être le plus doux possible. Donc voilà, j'en ai fini. Au final, on greffe les enfants, ça marche et on progresse avec le temps. On a une pénurie de greffons, mais heureusement qu'on a des VAD, les Berminart. Vous avez vu que les chiffres VAD et patients non assistés sont plutôt rassurants. L'ECMO, il faut éviter. Ça complique nettement la prise en charge. Toutes les décisions sont prises donc en staff multidisciplinaire, puisque donc il y a le côté chirurgical à prendre en compte, il y a le côté immunologique, surtout s'ils ont été opérés plusieurs fois et s'ils sont immunisés, et pour pouvoir les inscrire donc, sur un site. Voilà, j'ai fini. Je suis disponible pour les questions et je sais que le Dr Herriart m'attend avec une question, donc je suis là. Je voulais juste que tu m'expliques, et aux autres peut-être qui ne connaîtraient pas, la physiopathologie de la coronarographie du greffon liée au CMV. Du coup, c'est l'infection à CMV va entraîner une réaction inflammatoire qui fait que ça fait donc c'est immunologique en fait. C'est vraiment une infiltration de toute la paroi. C'est une artérite Oui, puisque en fait, inflammatoire. Les équipes américaines ne font pratiquement, pour les dépister tôt, ne font pratiquement plus de coraux simples. Ils vont faire de l'OCT. Ouais. Et en fait, c'est vraiment infiltratif. Donc, nous, pour nous rassurer, on va mettre des stents, mais en fait, la maladie, elle continue à proliférer. Ça fait vraiment en fait des aspects d'arbres morts. Souvent, ça peut commencer en déstabilité, donc regarde du bon. Et puis ça se grignote. Moi, j'ai vu des artères disparaître en 3 mois, post-infection à CMV. C'est vrai que quand on a une maladie à CMV chez un patient qui parle fort, j'aime bien lui faire une couronne 3 mois après, pour être sûr que c'est stable. Parce qu'une fois que ça a commencé, en fait, on aura toujours nos stratégies, mais c'est des lésions intimales simplement ou qui atteint aussi la média des vaisseaux sur les autopsies, hein? Super. C'est vraiment pas du tout le même processus que la plaque de. Et si c'est des immunitaires alors qu'ils sont déjà sous immunosuppresseurs et tout, il n'y a rien à faire. C'est ce que j'ai dit, quoi. Quand la coronaropathie du greffon est là, clairement, je suis hyper honnête, on va la traiter. Et que ça va progresser, donc on va jouer sur les statines, sur les facteurs de risque cardiovasculaire pour essayer de limiter la casse. Mais comment elles agissent les statines alors? Parce qu'on a toujours des statines un peu à forte dose. Alors, c'est quoi s'il n'y a pas de sclérose? Il y a une étude, on montre un petit peu, donc c'est en 98, c'est la pravastatine. C'est pour ça que tout le monde c'est la statine qu'on met en première intention. Alors, je ne vais pas pouvoir te dire vraiment comment ça fonctionne. En fait, sur l'étude de Kawasaki, ça a montré que ça évitait, donc c'était immunomodulateur, donc une moindre jet chez les patients, avec instabilité hémodynamique. En plus, ça ne passe pas par le cytochrome P450, contrairement aux statines, donc ça interagit moins avec les médicaments. C'est pour ça que c'est celle qu'on met tous les transporteurs mettent, alors que tous les autres cardiologues se font plutôt. Parce que, donc voilà. Parce que, en fait, c'est la seule où il y a vraiment. Bon, ça date, mais si on nous montre une étude avec une autre statine qui a les mêmes effets, comme ça a été montré, je pense qu'on changera d'attitude. Ok. Ben écoutez, une question. Alors, moi je me suis dit, ça va être faire. Parce que donc, on a même greffé, j'ai le droit de le dire, on a greffé un témoin de Jéhovah, qu'on n'a pas postulé. Voilà. Et on l'a bourré de Tridux. Et vivant. il va bien. Mais donc, EPO, on l'a. Voilà. EPO et fer, régulièrement. Quand même, il avait sorti EPO ça fait une semaine, à petite dose, et puis donc une cure de fer injecte régulièrement. Et on a pu le greffer sans confusion du tout. Après, je ne suis pas sûre qu'on recommence.